Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, nous arrivons aujourd'hui, Madame la Ministre, au terme de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi qui concerne deux accords-cadres de coopération sanitaire qui ont été passés l'un et l'autre en 2016, donc ça fait 3 ans déjà, respectivement, avec la Suisse et le Luxembourg. La coopération transfrontalière est l'une des dimensions de notre diplomatie qui prend le plus d'importance. Ce n'est peut-être pas la plus prestigieuse, mais c'est la plus visible et la plus concrète par nos concitoyens. N'est-ce pas cela la raison d'être essentielle de notre action politique? C'est en tout cas ce qu'attendent nos concitoyens et c'est la raison pour laquelle nous avons le devoir d'accélérer les coopérations dans tous les domaines, par exemple, les domaines de matière fiscale, sociale, culturelle ou encore sportive, ou, comme on l'a fait hier en commission des affaires étrangères, en passant un accord avec la Suisse de protection civile, un accord tripartite entre le CERN, la Suisse et la France. Nous devons faire en sorte que tout devienne plus simple lorsque l'on passe la frontière, même si l'administration et la règle y sont nécessairement différentes. C'est là tout l'enjeu de la coopération transfrontalière. Les accords que nous examinons sont des accords cadres. Les stipulations sont donc générales. Elles permettent de développer de multiples coopérations locales et de nombreux sujets liés à la santé. Ils désignent aussi les administrations en charge de les mettre en œuvre. Le plus important n'est donc pas tant les textes que nous allons ratifier si vous le souhaitez, bien évidemment, mais bien sûr la volonté que les acteurs de terrain auront de s'emparer de ces sujets et de les faire vivre et de les faire prospérer. C'est la raison pour laquelle la Commission des affaires étrangères a formé un groupe de travail chargé d'analyser les conditions d'une bonne mise en œuvre de ces accords cadres. Je remercie Frédéric Barbier, rapporteur du groupe, et tous nos collègues, membres ou non de son groupe de travail, qui ont pris part à nos auditions et aux déplacements que nous avons effectués à Bâle et à Genève. Ces travaux nous ont permis de constater qu'il y avait une très forte attente pour une meilleure articulation des soins de santé avec nos voisins suisses et luxembourgeois, et pour être très franc, avec une attente certainement un peu supérieure en Suisse et au Luxembourg qu'en France. Et il faut donc, bien évidemment, développer ces coopérations, puisque vous savez que 170 000 Français traversent régulièrement la frontière pour aller travailler en Suisse et 100 000 pour rejoindre le Luxembourg. Si la demande sociale de coopération sanitaire est forte, elle s'avère plus difficile à mettre en œuvre avec le Luxembourg et surtout avec la Suisse qu'avec nos autres voisins européens. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, la première de ces raisons, qui est commune aux deux pays, à la Suisse et au Luxembourg, font que l'une et l'autre ont une très forte attractivité et un très haut niveau de vie et de salaire. Cette situation entraîne, du côté français de la frontière, une pénurie de professionnels de la santé et complique bien évidemment la gestion des hôpitaux. La différence de coût complique aussi les discussions transfrontalières sur la prise en charge des patients liés au coût des soins, car le même acte de santé est bien plus élevé, plus cher en Suisse qu'il ne l'est en France, et ce qui, pour l'instant, est un frein assez fort de la part des ARS pour permettre à nos citoyens français de traverser la frontière vers le Luxembourg ou vers la France pour bénéficier de soins souvent plus rapides. Par exemple, vous avez en Alsace souvent 6 mois ou 9 mois pour avoir un spécialiste, là où de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres, il faut 1 semaine ou 15 jours. Donc on voit bien l'intérêt pour le citoyen de pouvoir développer de telles coopérations. Deux autres difficultés sont plus spécifiques à la Suisse. D'une part, il s'agit d'un pays fédéral qui est effectivement très décentralisé. Il faut donc discuter avec chaque canton. Et d'autre part, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais liée à celle-ci par une multitude d'accords bilatéraux qui reprennent l'essentiel, mais pas l'intégralité de l'acquis européen. Le cadre européen, qui permet une certaine fluidité de la prise en charge financière des soins transfrontaliers, ne s'applique donc que partiellement à la Suisse. Je le rappelle, sans ce cadre européen général,
La coopération transfrontalière serait beaucoup plus complexe en matière de soins de santé, car il faudrait négocier au cas par cas les prises en charge. C'est une nouvelle illustration très forte de l'importance et de l'utilité de l'Europe pour nos concitoyens. Utilité, on le voit dans des cas très importants, et celui-ci est manifeste, que l'on ignore assez facilement, alors que si l'on voit notre quotidien, on peut dans chacune des dimensions, et je le rappelle là, voir l'importance de l'Europe, et en matière de santé, c'est absolument indiscutable. Cette convention cadre nous est apparue un tout petit peu trop générale à bien des écarts lorsque nous avons analysé cette convention, ou ces deux conventions, avec la Luxembourg et avec la Suisse. Et c'est la raison pour laquelle, pour en préciser les contours et en faciliter l'exécution, le groupe de travail a produit un ensemble de recommandations qui portent en premier lieu sur les administrations chargées de mettre en œuvre les coopérations sanitaires locales. Et c'est plutôt sur les recommandations que fait ce groupe de travail, sur lesquelles je vais m'étendre et que je vais développer, plutôt que sur les conventions elles-mêmes que vous pouvez lire et qui sont dans un cadre général, comme j'ai pu le dire en introduction de mon intervention. L'une des principales interrogations portait sur le choix, dans le texte, de l'accord avec la Suisse, de la seule caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie pour les rapports avec ce pays, là où, avec la Suisse, il faut discuter canton par canton. À défaut de modifier le texte lui-même de l'accord, car je vous rappelle qu'il a été passé en 2016, le modifier, ça retardait encore de plusieurs années. Nous avons décidé de ratifier ce texte en commission, mais de faire un certain nombre de propositions. Et première proposition, donc, c'est de ne pas laisser en frontal un choc de culture entre une administration française hyper centralisée avec une seule caisse d'assurance maladie, celle de Haute-Savoie, là où les Suisses mettent en face de nous 8 cantons, donc 8 administrations, et une réactivité, une proximité beaucoup plus forte. Il reste également un important effort d'information à réaliser. Rien de très structuré n'est organisé et n'existe aujourd'hui pour les travailleurs frontaliers et plus généralement pour les populations frontalières, pour qu'elles soient au fait des opportunités, mais aussi des contraintes concernant les questions de soins transfrontaliers et les questions d'affiliation aux caisses de sécurité sociale. Cette information est le plus souvent, voire quasi exclusivement, le fait des associations de frontaliers et ne touche pas donc l'intégralité de la population. Les caisses d'assurance maladie doivent prendre conscience, et c'est une recommandation forte de la commission de travail, qu'on attend d'elles beaucoup plus de performance en matière d'information des citoyens. Une grande partie des litiges des dernières années autour de l'affiliation sociale des frontaliers en Suisse, litiges qui ont empoisonné la vie de plusieurs milliers de ménages, sont dus peut-être à la méconnaissance des règles de droit. Cette méconnaissance a pu être le fait des assurés de bonne foi, mais aussi par l'aveuglement, disons-le, d'administration qui a finalement perdu en justice après avoir poursuivi des milliers de personnes. Espérons que cette convention, mais aussi la loi ESSOC, pour une administration au service des citoyens, viennent radicalement changer les pratiques de défiance pour installer un vrai partenariat de confiance. Au niveau des agences régionales de santé, qui sont l'autre grand acteur administratif déconcentré, nous avons constaté une mobilisation très inégale entre les 3 agences concernées par les relations avec la Suisse, une seule agence l'étant par celle avec le Luxembourg. La loi prévoit que le projet régional de santé, élaboré par l'ARS, doit comporter un volet transfrontalier. Cette prescription doit être respectée et ce n'est clairement pas le cas jusqu'à présent dans l'une de nos régions. Plus généralement, nous recommandons de s'assurer que chaque ARS frontalière désigne un cadre de haut niveau référent pour les coopérations transfrontalières. Nous recommandons d'instituer entre l'ARS et un cadre d'échange de bonnes pratiques en matière de coopération transfrontalière, enfin, afin de pouvoir mobiliser les conseillers diplomatiques des préfectures de région sur les problématiques sanitaires transfrontalières. De manière plus générale, nous avons constaté que les coopérations transfrontalières se développent aujourd'hui principalement à l'aide de fonds européens Interreg qui sont par nature temporaires. Afin de prendre des engagements de long terme, il serait, et c'est une autre recommandation que nous faisons, utile de disposer d'une forme de dispositif national pérenne. Cette série de recommandations concerne directement le fonctionnement des administrations et éventuellement le budget. J'espère donc que Madame la ministre pourra nous apporter des réponses et des engagements sur ces points.
Nous avons ensuite identifié des recommandations de portée peu générales qui correspondent aux préoccupations exprimées par les personnes que nous avons rencontrées lors des auditions. Celles-ci ont rappelé que l'intérêt des personnes, des patients, donc, puisque nous sommes dans le domaine de la santé, était prioritaire. Il y a un besoin, en premier lieu, de diagnostic partagé dans les bassins de vie transfrontaliers, sur les bassins de population, sur les besoins de ces populations dans les bassins de population et sur l'offre de soins existante. On constate qu'actuellement, les hôpitaux des régions frontalières ignorent souvent tout des compétences et des capacités de leurs homologues de l'autre côté de la frontière. Parfois, il y a plus de relations entre un lointain CHU de notre pays qu'avec, par exemple, avec lequel on échange très fréquemment, internes et chercheurs, qu'avec l'hôpital voisin qui se trouve de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres. Il faut également développer des instances permettant, dans les bassins de vie transfrontaliers, une connaissance partagée des besoins de santé et des diagnostics partagés des priorités qui en résultent. Un deuxième enjeu porte sur la réciprocité des réflexions transfrontalières. Trop souvent, on entend dire que les établissements de l'autre côté de telle ou telle frontière font seulement du démarchage pour rentabiliser leurs équipements ou leurs lits surnuméraires en accueillant des patients transfrontaliers, mais n'ont pas vraiment le souci d'une coopération équilibrée. Il y a aussi très clairement un souci autour de la démographie des professions de santé, avec dans ce domaine la nécessité de trouver, avec nos amis suisses et luxembourgeois, des solutions pratiques pour sortir des situations aujourd'hui difficilement gérables de pénurie de personnel dans le domaine de la santé, particulièrement en France, comme j'ai pu l'expliquer au début. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Actuellement, 2/3 des infirmiers des hôpitaux universitaires de Genève sont français, et dans le même temps, les hôpitaux haut-savoyards sont confrontés à un turnover annuel de 20 à 25% pour leur personnel infirmier et des problèmes récurrents de recrutement. La dernière série de recommandations du groupe de travail, qui répond aussi à une très forte demande des territoires et des personnes, porte sur la gouvernance démocratique des coopérations sanitaires transfrontalières. Nous appelons en particulier à la mise en place de commissions d'usagers, de professionnels de santé et d'élus des territoires dans les bassins de vie frontaliers. Ce point est essentiel. Les patients sont trop peu partie prenante de leur parcours de soins. C'est le moment de les remettre au cœur et au centre de ces réflexions. Vous ne serez pas surpris que je finisse sur une note alsacienne en évoquant la collectivité européenne d'Alsace, que les 2 départements alsaciens ont décidé de former à compter du 1er janvier 2021. Dans notre rapport publié en novembre dernier, nous souhaitions que la coopération sanitaire fasse partie intégrante des domaines de compétences que va exercer la nouvelle collectivité d'Alsace comme rôle de chef de file de la coopération transfrontalière. Le projet de loi qu'on a pu lire et qui a été déposé en février et adopté par le Sénat en première lecture, ce 4 avril, prévoit effectivement, ce dont je me réjouis, que le schéma alsacien de coopération transfrontalière établi par la collectivité comprendra un volet sanitaire. Il devra également être renforcé par un amendement que je proposerai. En revanche, voilà, il ignore l'accord de 2016 avec la Suisse que nous sommes en train d'approuver. C'est à mon avis un manque que l'on va compléter. Et en attendant, chers collègues, je vous invite à voter pour ce texte et ce rapport qui prévoit donc une meilleure coopération transfrontalière avec la Suisse et le Luxembourg. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur Fuchs.